Un policier raciste avait agressé un juge noir, pensant pouvoir s'en sortir, mais lorsque le juge avait résisté et agi, l'arrogance du policier s'était transformée en peur de la manière la plus satisfaisante qui soit. Le flash des lumières bleues avait traversé l'obscurité et s'était reflété sur le rétroviseur de la BMW du juge Marcus Washington. Sa prise s'était resserrée sur le volant alors qu'il s'était arrêté sur le trottoir immaculé d'Oku-Destat, le quartier aisé où il avait acheté une maison à peine 3 mois auparavant. C'était le même quartier où seulement 2% des résidents lui ressemblaient. L'horloge numérique sur son tableau de bord affichait 23h38. Marcus avait pris une profonde inspiration, celle que son père lui avait enseignée des décennies auparavant, celle que les hommes noirs en Amérique apprenaient tôt et pratiquaient souvent, à travers son rétroviseur latéral. Il avait observé l'officier s'approcher, un homme blanc d'une trentaine d'années. Sa main reposait déjà sur son étui. Pas de promenade décontractée. Pas de bénéfice du doute. Le poids de la carte d'identité judiciaire de Marcus semblait lourd dans sa poche de poitrine, juste à côté de son cœur qui battait fort malgré son extérieur calme. L'agent des permis et de l'immatriculation, Ryan Brené, avait braqué sa lampe de poche tactique directement dans les yeux de Marcus, l'aveuglant intentionnellement. Pas de salutation. Pas d'explication pour l'arrêt. « Bonsoir, officier. Puis-je vous demander pourquoi je suis arrêté ?» avait répondu Marcus d'une voix ferme, la même voix qui imposait le respect dans sa salle d'audience, la même voix qui défendait autrefois les innocents en tant que défenseur public avant de devenir le plus jeune juge noir nommé à la cour de circuit. « Vous n'appartenez pas à ce quartier », avait déclaré Brené, sans même tenter de dissimuler l'accusation dans son ton. « Nous avons reçu des rapports d'activité suspecte. » La caméra du tableau de bord avait enregistré silencieusement, tandis que l'air froid de la nuit s'engouffrait par la fenêtre ouverte de Marcus. Il pouvait ressentir l'importance de ce moment, pas seulement son histoire, mais le poids collectif de chaque contrôle routier où la couleur de peau était la seule cause probable. En Amérique, un conducteur noir avait 20% plus de chances d'être arrêté qu'un conducteur blanc et 3 fois plus de chances d'être fouillé. Agent, j'habite au 1487 Maple Lane, à seulement 2 pâtés de maison d'ici. Je suis le juge Marcus Washington du 4e tribunal de circuit. L'expression de l'officier s'était durcie. Bien sûr que vous l'êtes. Je vais avoir besoin de voir une pièce d'identité et j'ai besoin que vous sortiez du véhicule maintenant. Alors que la main de Brené se resserrait autour de son arme, quelque chose d'inattendu s'était produit. Le juge Washington ne plaidait pas, il n'élevait pas la voix. Au lieu de cela, il avait calmement tendu la main vers son téléphone. « Dit l'officier Brené », avait-il dit en lisant la plaque signalétique, « J'active l'application d'enregistrement de mon téléphone pendant que je me conforme à votre demande. Je note également qu'il est 23h40 le 8 mars et vous n'avez fourni aucune raison légale pour cet arrêt. » Pendant une fraction de seconde, la confusion avait remplacé l'agressivité dans les yeux de Brené. Ce n'était pas la réaction à laquelle il s'attendait, pas de peur ni de colère, mais quelque chose de bien plus dangereux pour un homme comme lui. Une documentation méthodique par quelqu'un qui connaissait le système des deux côtés. Marcus Washington, fils de militant des droits civiques, premier de sa famille à aller à l'université et maintenant juge, savait exactement ce qui se passait ici. Il l'avait vu de la table de la défense, du côté du procureur et du banc, et alors qu'il plaçait soigneusement ses mains là où l'officier pouvait les voir, il pensait déjà 3 pas en avant dans un jeu. Brené ne réalisait pas qu'il jouait. Le visage de l'officier Brené se tordait de rage alors que le juge Washington continuait d'enregistrer. « J'ai dit sortez de la voiture maintenant », avait-il crié en ouvrant brusquement la porte et en attrapant ses menottes. La dynamique du pouvoir changeait en temps réel, un policier réalisant que sa cible n'était pas impuissante et détestant chaque seconde alors que le juge marchait sur le trottoir avec des mouvements délibérés. Son esprit courait entre des impératifs contradictoires. Maintenir sa dignité, protéger sa sécurité physique, défendre le système qu'il avait juré de servir et documenter chaque violation de ce même système. « Officier, je m'y conforme pleinement », avait déclaré Marcus, la voix ferme malgré son cœur qui s'emballait. « Mais je veux être clair que je ne vous ai donné aucune raison légale pour cet arrêt ou pour m'ordonner de quitter mon véhicule. » La radio de Brené grésillait. « Répartiteur, j'ai besoin de renforts à Maple et Oakwood, suspect possible, peu coopératif, prétendant être une sorte de juge. » L'accent mis sur cette revendication piquait plus fort que Marcus ne l'aurait imaginé. 15 ans sur le banc, plus de 3000 affaires présidées et toujours son identité même était suspecte. La même nuit, à travers la ville, le chef de police Sandra Collins était assise à son bureau en train d'examiner les rapports en tant que l'un des 3 seuls officiers noirs du département. En tant que première femme chef, Collins naviguait dans un équilibre précaire. Chaque jour, son téléphone vibrait avec un SMS d'un superviseur de patrouille à propos de la situation du juge Washington, le 3e incident de ce genre dans les cités d'Oakwood ce mois-ci, impliquant tous des professionnels de couleur, tous menés par le même officier. Collins avait fermé les yeux un instant.
Elle s'était battue pour ses caméras de tableau de bord, s'était battue pour les caméras corporelles que l'officier Brenna avait commodément signalées comme dysfonctionnant. Ce soir-là, elle savait ce qui se passait, mais pour le prouver, il fallait des preuves qui continuaient de disparaître. Le lendemain matin, le procureur Michael Flynn soupirait lourdement alors que Marcus était assis en face de lui dans son bureau. Ils se connaissaient depuis 20 ans, d'abord comme conseillers adverses, puis comme collègues. « Marcus, tu sais que je prends ces affaires au sérieux », avait dit Flynn sans vraiment le regarder dans les yeux. Mais Brenna a un casier judiciaire vierge, aucune plainte officielle parce qu'elles sont enterrées. Michael, avait répondu Marcus, tu sais comment ça marche. Vérifie combien d'arrêts il a fait à Oakwood depuis que la démographie a commencé à changer. Vérifie qui est arrêté. Flynn mélangeait des papiers, mal à l'aise. Le génie des affaires internes du département faisait n'importe quoi sans pression. Marcus, avait interrompu Michael, si cela m'arrivait, en tant que juge, qu'arriverait-il au livreur, à l'infirmière qui rentre de night shift? L'étudiante à l'extérieur du bureau du procureur, la militante communautaire Elena Rodriguez, attendait avec un petit groupe de manifestants. Quand Marcus était émergé, elle s'était approchée avec l'intensité de quelqu'un qui avait mené cette bataille trop de fois. Juge Washington, nous avons documenté 17 incidents similaires au cours de l'année écoulée, avait-elle dit en lui tendant un dossier soigneusement organisé. Personne ne l'écouterait, mais peut-être qu'ils vous écouteront. Ce soir-là, Marcus était assis avec son fils de 16 ans, Jamal, qui regardait son père avec des yeux nouveaux, non seulement en tant que papa mais en tant qu'homme noir naviguant dans un système conçu pour le briser. « Papa, la vidéo de votre téléphone est partagée partout », avait dit Jamal, lui montrant les publications sur les réseaux sociaux. « Mais les nouvelles disent que vous exagérez, ils disent que vous jouez la carte raciale. » Marcus ressentait le nœud familier dans son ventre, le double fardeau de combattre l'injustice tout en défendant simultanément son droit de la combattre. Ce qui comptait, c'était la vérité. Jamal avait reçu un appel anonyme. « Vous devriez laisser tomber si vous vous souciez de votre famille », avait averti une voix avant de raccrocher. C'était le 3e appel de ce type aujourd'hui. Les semaines qui avaient suivi avaient révélé un schéma d'obstruction bureaucratique. La plainte officielle. Marcus avait déposé des dossiers égarés 2 fois, les images de la caméra du tableau de bord étaient soudainement corrompues. 3 témoins qui avaient vu l'arrêt étaient réticents à se manifester, l'un d'eux déclarant directement qu'il ne pouvait pas se permettre d'avoir des ennuis avec la police de son quartier. Mais le juge Washington construisait méthodiquement son dossier à travers le réseau d'Elena. Il se connectait avec 5 autres professionnels de couleur qui avaient vécu des arrêts identiques à Oakwood. Aucun n'avait déposé de plainte officielle, par peur de l'épuisement et la certitude que rien ne changerait. Alors la percée. Un jeune officier troublé par la culture du département transmettait anonymement des messages textes de Brenna à d'autres officiers protégeant Oakwood. De nouveaux éléments entraient en jeu ce soir-là, ces gens n'avaient pas leur place ici, peu importe le travail qu'ils prétendaient avoir. Alors que Marcus examinait les messages, ses mains tremblaient d'une émotion complexe, pas seulement de colère mais de justification mêlée de chagrin. Il ne s'agissait plus d'un simple contrôle routier, il s'agissait d'un système entier qui nécessitait des preuves extraordinaires pour prouver ce que les Noirs américains vivaient comme une réalité ordinaire. Le chef Collins l'avait appelé directement ce soir-là, « Juge Washington, nous devons parler. Il y a plus que je ne l'avais imaginé. » La salle d'audience du comité d'examen de la conduite de la police bourdonnait de tension. Les caméras des nouvelles locales encombraient le mur du fond. L'officier Brené était assis avec son représentant syndical et l'avocat du département, son visage un masque d'indignation vertueuse. Du côté opposé, le juge Marcus Washington redressait sa cravate, pas la robe judiciaire qui lui conférait normalement l'autorité, mais un simple costume qui ressemblait à une armure sur ce champ de bataille. Ce moment n'avait jamais été inévitable. La plupart des plaintes contre les officiers mouraient dans le purgatoire administratif. La plupart des victimes abandonnaient, la plupart des systèmes frères protégeaient les leurs. Mais Marcus Washington n'était pas la plupart des gens et ce n'était pas la plupart des cas. Juge Washington, veuillez décrire les événements du 8 mars, avait dit la présidente de la commission d'examen, sa voix amplifiée par le microphone. Marcus s'était approché du podium en sentant le poids de chaque regard dans la salle. Les enjeux transcendaient son expérience individuelle, quelque chose qu'il avait appris à comprendre avec une clarté douloureuse au cours des dernières semaines. « Je pourrais vous parler d'un contrôle routier sans motif », avait commencé Marcus, sa voix stable. Je pourrais détailler comment l'officier Brenna avait refusé de croire que j'étais juge, comment il m'avait ordonné de descendre de mon véhicule avec sa main sur son arme, comment il avait appelé des renforts parce qu'un homme noir dans un quartier aisé était intrinsèquement suspect. La salle était suspendue à ces mots, c'était l'histoire qu'ils attendaient, importante mais familière. Mais il ne s'agissait pas d'un simple contrôle routier. Marcus continuait de changer de ton.
Il s'agissait de ce qui se passait lorsque ceux qui avaient juré de protéger et de servir, au lieu de profiler et d'intimider. Il s'agissait de la façon dont l'officier Brenna avait effectué des contrôles identiques de 17 professionnels noirs et bruns à Oakwood Estate au cours de l'année écoulée. Des murmures avaient parcouru l'audience. L'avocat de Brenna s'était levé pour objecter, mais Marcus était resté inébranlable. J'ai ici des déclarations sous serment du docteur Helen Patterson, arrêté 3 fois en 2 mois après que le professeur James Shen avait été menotté sur sa propre pelouse par l'infirmière en chirurgie Teresa Diaz, obligée de s'asseoir sur le trottoir dans sa blouse. Marcus avait placé un épais classeur sur la table des preuves. Personne n'avait déposé de plainte officielle, car personne ne pensait que quelque chose changerait. Aucun n'avait le privilège de ma position ou de mes connaissances juridiques. L'officier Brenna se déplaçait mal à l'aise alors que Marcus révélait ce que personne ne s'attendait à ce qu'il sache. La caméra corporelle de l'officier Brenna avait fonctionné cette nuit-là, malgré les affirmations contraires des archives du département. Les images avaient été automatiquement téléchargées sur le serveur cloud avant de pouvoir être supprimées localement. La salle avait éclaté. Cette révélation n'était pas seulement accablante, elle suggérait une dissimulation. Au-delà d'un officier au fond de la salle, le chef de la police Sandra Collins gardait son expression illisible depuis des semaines. Des rumeurs avaient circulé selon lesquelles elle protégeait Brenna depuis des semaines. Des militants communautaires avaient remis en question sa loyauté pendant des semaines. Elle n'avait rien dit. Le conseil devait savoir. Collins avait annoncé que la salle était instantanément réduite au silence. Les affaires internes enquêtaient sur une série d'inconduites impliquant l'officier Brenna et 3 autres officiers depuis 7 mois. Nous avions besoin de preuves irréfutables qui résisteraient aux contestations syndicales et à l'examen juridique, avait continué Collins en jugeant Washington. Une documentation minutieuse avait fourni les derniers éléments dont nous avions besoin. Marcus avait regardé Collins avec une nouvelle compréhension. Elle n'ignorait pas le problème, elle construisait un dossier qui ne pouvait pas être rejeté, travaillant dans un système conçu pour protéger les siens. L'audience avait pris une tournure inattendue alors qu'Elena Rodriguez escortait un vieil homme noir au podium. William Harris, 73 ans, un employé des postes à la retraite. L'officier Brenna m'avait arrêté l'année dernière, avait témoigné Harris, sa voix tremblant légèrement. Quand je lui ai montré que je vivais à Oakwood. Il avait déclaré que des personnes comme moi n'appartenaient pas à cet endroit. J'avais tenté de le signaler, mais personne n'avait voulu prendre ma déclaration. J'avais vécu dans cette ville pendant 50 ans, j'avais livré du courrier à la moitié des personnes présentes dans cette salle, et on m'avait fait sentir comme un criminel dans mon propre quartier. Les larmes avaient coulé sur le visage buriné de Harris. La semaine dernière, le juge Washington m'avait appelé, la première personne à avoir jamais demandé mon histoire, la première à croire que cela avait de l'importance. Le témoignage émotionnel avait continué alors que victime après victime se manifestait, non seulement d'Oakwood, mais de toute la ville, des gens qui n'avaient pas les relations ou les références de Marcus, des gens dont les plaintes s'étaient perdues dans des trous noirs administratifs, des gens qui avaient cessé de croire en la justice mais qui s'étaient tout de même présentés. Marcus observait de son siège, transformé, réalisant que sa position lui conférait non seulement un privilège, mais aussi une responsabilité. Il ne s'agissait pas de justifier un chevalier humiliant, mais d'utiliser son accès au pouvoir pour imposer la responsabilité qui aurait dû exister sans son intervention. Lorsqu'il était revenu à la tribune pour les déclarations finales, Marcus ne parlait pas en tant que victime en quête de justice, mais en tant que catalyseur d'un changement systémique. Ce conseil avait le pouvoir de s'attaquer non seulement aux actions d'un officier, mais à la culture qu'il avait protégée. Marcus avait déclaré « Je ne veux pas seulement que l'officier Brenna soit discipliné, je veux un examen obligatoire de tous les schémas d'arrêt de la circulation. Je veux une surveillance civile avec une véritable autorité. Je veux que les images de la caméra corporelle soient sécurisées de manière indépendante. » Sa voix s'était élevée avec conviction et non avec colère. Ce qui m'était arrivé n'était pas exceptionnel, c'était simplement mieux documenté. La vraie justice ne faisait pas d'un officier un exemple. La vraie justice transformait le système qui lui avait permis d'opérer sans contrôle pendant des années. C'était ce que je demandais. Aujourd'hui, le pouvoir dans la salle avait changé, non pas par des cris ou des menaces, mais par des preuves méticuleuses, la construction d'une alliance stratégique et l'autorité morale du témoignage collectif. Alors que Marcus concluait sa déclaration, même les partisans de Brenna semblaient dégonflés, conscients qu'il assistait non seulement à une victoire personnelle, mais au début d'un changement structurel qu'il ne pouvait plus empêcher. 3 semaines après l'audience, le comité de révision de la conduite de la police avait rendu sa décision. Le communiqué de presse annonçait que l'officier Brenna avait été suspendu pour 60 jours sans solde et qu'il suivrait une formation obligatoire sur les préjugés ainsi que des travaux d'intérêt général. Il ne serait pas renvoyé, il reprendrait ses fonctions, mais pas à Oakwood Estate.
Ce n'était pas la punition que beaucoup espéraient, mais c'était plus que ce que la plupart attendaient. La vraie victoire résidait dans les réformes départementales qui l'accompagnaient, un nouveau comité de surveillance civile avec un véritable pouvoir de citation à comparaître, un examen obligatoire de tous les officiers sur une base trimestrielle, et les images de la caméra corporelle étaient désormais automatiquement téléchargées sur des serveurs hors du contrôle de la police. Marcus s'était assis dans son bureau à domicile en train de lire le communiqué de presse. Ses émotions avaient compliqué le système, penché vers la justice. Il ne s'était pas complètement brisé, mais il s'était plié. En Amérique, cela comptait comme un progrès. Son téléphone s'était allumé avec un SMS d'Elena Rodriguez. Pas assez, mais plus que ce que nous avons jamais eu. Merci. Le chef Collins l'avait appelé personnellement. Je voulais que vous l'entendiez de ma part, avait-elle dit, sa voix portant la lassitude de quelqu'un qui se bat sur plusieurs fronts. Certains officiers avaient fait circuler une pétition remettant en question son impartialité dans les affaires impliquant le témoignage de la police. Marcus avait hoché la tête pour lui-même, sans surprise. Le bureau du procureur Flynn était publiquement favorable, mais il s'inquiétait des relations avec le département. On parlait de lui demander de se récuser de certaines affaires. Le coup de se lever devenait plus clair chaque jour. Au cours de ses 15 années sur le banc, Marcus avait développé des relations de travail avec d'innombrables officiers, des relations maintenant tendues par la suspicion ou l'hostilité pure et simple. Certains collègues évitaient son regard dans les couloirs du palais de justice, d'autres exprimaient un soutien passionné, mais seulement en privé. Mais il y avait aussi des alliés inattendus. 3 juges des comtés voisins avaient tendu la main pour mettre en œuvre des mesures de responsabilité similaires. Le comité d'éthique judiciaire de l'État avait invité Marcus à aider à rédiger de nouvelles lignes directrices pour lutter contre les préjugés systémiques. 6 mois plus tard, Marcus se tenait devant une classe d'étudiants en droit noir à son alma mater. Ses jeunes visages représentaient tout ce pourquoi il s'était battu. La chance d'exister dans des espaces professionnels sans constamment défendre leur droit d'y être. Le système n'a jamais été conçu pour des gens comme nous, leur disait Marcus, mais nous ne pouvons pas l'abandonner, car trop de vies dépendent de son bon fonctionnement. Justement, notre présence est en soi un acte de transformation. Le programme de mentorat qu'il avait établi associait ses étudiants à des juges et à des avocats principaux qui comprenaient les défis uniques auxquels ils étaient confrontés, pas seulement des conseils académiques, mais des stratégies pour naviguer dans des espaces qui remettaient encore en question leur légitimité. Tous les jours à travers la ville, ce même après-midi, quelque chose d'inédit s'était produit. Le chef Collins avait organisé un forum communautaire à Oakwood Estate avec des résidents et des officiers assis côte à côte, mal à l'aise, sceptiques mais présents. Ce n'était guère utopique, l'harmonie, mais c'était une conversation là où autrefois il n'y avait que des soupçons. Un samedi matin, Marcus avait emmené Jamal faire du shopping pour de nouvelles chaussures de basket. Alors qu'il parcourait le magasin de sport, un agent de sécurité les avait suivis à une distance discrète mais indubitable. Certaines choses n'avaient pas changé et ne changeraient peut-être jamais complètement. Plus tard dans la soirée, père et fils avaient une conversation qui résonnait à travers des générations de familles noires. Les instructions prudentes sur la façon de survivre aux rencontres avec la police, mains et mouvements visibles, ton lent et respectueux, quelle que soit la provocation, le fardeau de la conformité requis pour simplement rester en vie. Ce n'est pas juste que nous devions avoir cette conversation, avait dit Jamal, la colère et la résignation se battant dans sa jeune voix. Non, ce n'est pas juste, avait acquiescé Marcus, mais quelque chose d'important a changé. Maintenant, il y a un enregistrement quand les choses tournent mal. Maintenant, il y a un chemin vers la responsabilité qui n'existait pas auparavant. Pas parfait, pas complet, mais réel. Le lendemain matin, le juge Marcus Washington avait revêtu sa robe de juge et était retourné dans sa salle d'audience. Le même juge, mais pas le même homme. Son expérience l'avait transformé, de quelqu'un qui croyait en la capacité du système à rendre justice à quelqu'un qui s'était engagé à forcer cette capacité à devenir réalité. Au cas par cas, réforme par réforme, la balance de la justice ne s'équilibrait pas d'elle-même, elle ne l'avait jamais fait. Elle nécessitait la pression constante de ceux qui reconnaissaient le déséquilibre et refusaient de l'accepter. Marcus Washington était devenu une main de plus exerçant cette pression, non seulement seul, mais aussi dans le cadre d'un effort de toute une génération pour faire pencher l'arche de l'histoire vers la justice. Lorsque ceux qui avaient juré de défendre la justice devenaient sa plus grande menace, le vrai changement venait-il du démantèlement des systèmes ou de leur transformation de l'intérieur? Peut-être les deux, peut-être aucun. Peut-être la question elle-même était-elle trop simple pour une lutte aussi complexe. Que feriez-vous si vous étiez à la place du juge Washington? Et plus important encore, que ferez-vous à votre place?